Le dit Psy-Yenton. Bonjour. Psy-Yenton, bonjour. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau ce matin. Le plaisir partagé, absolument. Alors, on va parler aujourd'hui des troubles de l'homme. Et de l'humeur. Voilà, des troubles de l'humeur, pardon, ça, oui. Et de leur traitement. Tout à fait. Et comme d'habitude, nous avons beaucoup de questions pour vous. Oui. Ils ont été nombreux à poser des questions. On va démarrer. On y va déjà? On y va, je suis prête. Tout de suite. Allez. Oui. Raymond Segro-Oussou a deux questions précisément pour vous. Un individu qui s'énerve pour rien peut être considéré comme quelqu'un qui souffre de troubles mentaux. Ben, pas systématiquement, mais avant tout ça, je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent et je suis très contente d'avoir tous les vendredis matins des questions auxquelles je réponds. Alors, merci déjà à Cedro qui nous fait confiance et qui demande si quelqu'un qui s'énerve tout le temps souffre d'un trouble mental. Non, on ne va pas tirer si rapidement des conclusions. Non, il ne souffre pas systématiquement d'un trouble mental, bien que la nervosité intensive ou répétitive ou la colère tout le temps peut faire partie des signes d'un dysfonctionnement ou d'un trouble mental. Mais il ne suffit pas de voir quelqu'un en colère, il faut comprendre le contexte de la colère et aider la personne. Mais pas de conclusion hâtive. Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Alors, elle continue en disant, si oui, est-ce qu'il peut être traité avec des conseils psychologiques ou forcément avec des médicaments ou bien encore les deux simultanément? De toutes les manières, quand la nervosité est répétitive ou intense ou quand il y a une forme de colère qui est là, ça va handicaper le fonctionnement de la personne. D'abord, ça va perturber d'autres fonctions chez la personne. Le sommeil, par exemple, serait perturbé. L'appétit peut être perturbé. Le social, l'interrelation serait remise en cause. Donc, du coup, il y a déjà d'autres dimensions de la vie de l'individu qui est perturbée. Et il est intéressant que la personne demande de l'aide. Il y a des protocoles pour aider quelqu'un qui est dans des colères répétitives pour l'amener à se sentir mieux. Il ne faut pas banaliser non plus la nervosité. Ce n'est pas parce qu'on ne conclut pas systématiquement un trouble mental que si vous avez des accès colériques ou si à moindre geste, il y a une susceptibilité qui est là, que vous allez banaliser à la maison. Hein. Il faut vraiment en parler à quelqu'un de confiance et de préférence, consulter un psychologue. La nervosité, c'est donc un trouble de l'humeur. Ah, mais oui, ça fait partie des signes d'un trouble de l'humeur. La nervosité seule ne permet pas de conclure un trouble de l'humeur. Parce que quand on parle de trouble, il faut rassembler un certain nombre de signes avant de pouvoir conclure le trouble. Justement, il y a Moïse Akessi qui veut savoir ce que c'est qu'un trouble de l'humeur. Tout à fait. Je le remercie pour nous avoir ramené. On aurait dû démarrer par là. Voilà, dans la définition, nous avons juste respecté la chronologie des questions qui sont venues à nous. Donc, merci à Moïse qui demande c'est quoi le trouble de l'humeur. Quand on parle de trouble en psychologie ou en psychiatrie, on est en train de parler d'un dysfonctionnement profond. Pour ne pas dire qu'on est en train de parler d'une maladie. Donc, précisément, pour être plus clair, quand on parle de troubles de l'humeur en psychologie et en psychiatrie, on est en train de parler des dépressions et des troubles bipolaires. Et quelques autres troubles qui ressemblent un peu à ça. Donc, c'est fondamentalement des troubles d'ordre émotionnel. On va remarquer que les gens ont une certaine dominance dans la tristesse ou quelquefois une dominance dans la joie ou l'exaltation. Donc, c'est un peu plus de l'euphorie des fois ou de la détresse des fois. Donc, quand on voit que de façon dominante, quelqu'un est trop triste ou est plongé dans des idées de suicide, de la dévalorisation, du ralentissement, ou qu'à d'autres moments, la personne présente une joie excessive, exaltée, trop familier, on peut penser à des formes de troubles cycliques qu'on appelle généralement la bipolarité. Ou on peut avoir juste un seul pôle, c'est la dépression. Ou dans des rares cas, on peut avoir le pôle exalté, où c'est tout le temps la grande familiarité, tout le temps la grande joie. Ce n'est pas très fréquent, mais ça arrive quand même que des personnes souffrent de ça. Et est-ce qu'il y a une nuance, continue Moïse Akessi, entre le trouble de l'humeur et le manque de maîtrise de soi? Bien sûr qu'il y a une nuance. Le manque de maîtrise de soi, c'est juste le fait que la personne n'a pas toujours le contrôle sur ses comportements. Quelqu'un qui souffre de trouble de l'humeur peut souffrir également de manque de maîtrise de soi. Quand on parle de manque de maîtrise de soi, ça fait appel à un contrôle des pensées, à un contrôle des comportements, à des questions de valeur et d'éducation aussi. Mais les troubles de l'humeur, c'est beaucoup plus un dysfonctionnement d'ordre émotionnel, d'ordre héréditaire des fois, parce qu'il y a plein de dimensions que les gens vont hériter de leurs parents pour souffrir d'un trouble de l'humeur. Donc, manque de maîtrise de soi peut être des fois la conséquence d'un trouble de l'humeur, comme ça peut être également la conséquence d'autres troubles psychiques chez la personne.
Alors, on va retrouver cette fois-ci Michel Diagbassou, lui, psychologue clinicien à Diarumve. Quelle nuance faites-vous entre les troubles de l'humeur et les troubles de comportement? Merci beaucoup à Michel qui nous fait confiance tous les vendredis matins. Alors, les troubles de l'humeur, comme je l'ai dit, ça va beaucoup faire allusion à l'affect, à l'émotion, au ressenti de l'individu. Donc, on va plus le sentir dans les émotions et les pensées. Les troubles de comportement, on va plus le sentir dans le rapport à la loi, le rapport aux règles, le rapport à la société. Vous voyez, par exemple, de façon concrète, quelqu'un qui a les troubles de l'humeur peut être tout le temps triste. D'accord. Au ralenti, n'aurait pas de la motivation pour aller au travail, n'aurait pas de la motivation pour participer à une fête, va se dévaloriser tout le temps. Quelqu'un qui a un trouble de comportement peut s'opposer rapidement à l'autorité. Voilà. On peut avoir dans les troubles de comportement les troubles oppositionnels, les troubles de conduite. Des fois, on classe même la toxicomanie dans les troubles de comportement. La consommation des drogues, les fugues, les comportements antisociaux, les phobies scolaires sont beaucoup plus classés dans les troubles de comportement. Mais quant aux troubles de l'humeur, on serait un peu plus dans l'affect et l'émotionnel, où l'individu n'est pas forcément dans des comportements antisociaux, des comportements à risque. Ça peut arriver, mais il faut faire la démarcation entre les deux. Et qu'est-ce qui déclenche chez un individu, de bonne ou de mauvaise humeur? Ben ça peut être déjà que c'est là comme fonctionnement. Il y a des gens, c'est pas forcément des raisons particulières qui les mettent en colère ou qui les mettent en tristesse ou en joie. Mais il y a tout un fonctionnement chimique qui ne dépend pas forcément de l'individu. Il y a toute la chimie du cerveau, il y a tout le fonctionnement du corps, il y a des hormones qui sont en jeu et il y a également l'environnement qui est en jeu. Donc du coup, les gens peuvent souffrir de troubles de l'humeur parce qu'ils ont hérité d'un bagage important par rapport à leur fonctionnement chimique déjà pour souffrir de troubles de l'humeur. Comme il y a un ensemble d'événements dans l'environnement qui pourraient concourir également à souffrir soit d'une tristesse. Les pertes, par exemple, pourraient amener quelqu'un à se sentir triste. Quand vous perdez de l'argent, quand vous perdez votre boulot, quand vous perdez un enfant, ou quand vous gagnez quelque chose de bien, ça peut changer l'humeur. Donc l'environnement peut changer l'humeur, comme l'hérédité également peut être la cause d'un changement de l'humeur. Et il y a une différence, demande à Joavi Béni, couturière et mère de famille. À Bomekalavi, y a-t-il une différence entre l'humeur et le caractère? Ben, bien sûr que oui. Le caractère, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous présentons par notre personnalité, mais lié à l'éducation. Le caractère, on va dire, c'est le côté éducatif de notre personnalité. Quand on parle de la personnalité, il y a le côté héréditaire, ce que nous avons hérité de nos parents, mais il y a également le côté environnemental. Donc, quand on dit le caractère de quelqu'un, c'est l'ensemble de ses comportements, mais issus de son éducation, qu'on pourrait remettre dans sa personnalité. Telle personne a un tel caractère. Ça veut dire que son éducation lui a permis d'avoir cet ensemble de comportements et finalement, ça fait partie de sa personnalité. Donc, le caractère, c'est ça. Mais l'humeur, c'est des choses qui renvoient beaucoup plus à l'émotion. Donc, dans le caractère, on peut avoir des humeurs. Des caractères font appel à certaines humeurs qu'on peut avoir. Mais le caractère n'est pas égal forcément à l'humeur. Mais l'humeur fait partie du caractère et comme l'humeur peut faire partie également du tempérament. Le tempérament, c'est le côté inné de la personnalité. Restez avec nous, le débat, c'est dans quelques petites minutes. On va parler aujourd'hui de cybercriminalité et de charlatanisme. Mais avant, je suis avec ma psychologue. On poursuit avec les questions. Segbede, Ali Bono, Monsieur Ataou Yaraya, psychologue chargé de formation et d'encadrement à Agadez, Niger, pose cette question. Les troubles d'humeur sont-ils associés aux troubles de personnalité de façon chronique ou alors liés à des situations précises? Les deux sont possibles. Les deux, il y a des personnalités qui sont plus disposées à faire des troubles de l'humeur. Il y a des personnalités dépendantes, par exemple, des personnalités obsessionnelles, des personnalités dépressives. Il y a des gens qui ont des types de personnalités et qui donnent la prédisposition pour souffrir des troubles de l'humeur, pour être tout le temps triste ou un peu dans l'euphorie des fois, ou pour avoir des idées de suicide, ou pour être dans l'amotivationnel, c'est-à-dire non pas forcément l'élan qu'il faut pour faire ci ou pour faire ça, ou qui ont des troubles de sommeil. Donc, il y a des personnalités qui déjà sont des lits pour des troubles de l'humeur, comme il y a des gens qui n'ont pas une personnalité prédisposante, mais qui, en rencontrant des événements de la vie, un deuil compliqué, une perte de quelque chose, pourraient tomber momentanément dans les troubles de l'humeur. Dans ces cas,
le traitement est un peu plus aisé que si la personne a hérité d'un trouble de l'humeur. Voyons voir maintenant avec Kelly Dawani qui vit au Gabon. Elle est infirmière. Elle dit nous suivre tous les matins. Bonjour Merci à vous beaucoup. de l'autre côté du Gabon. Elle pose cette question. Oui. Est-ce que la consommation de l'alcool change l'humeur? L'alcool est-elle une cause d'un dysfonctionnement de l'humeur? Mon mari consomme beaucoup d'alcool depuis le décès de notre enfant. On dit généralement que l'alcool est un piège pour les troubles de l'humeur. Parce que la plupart des personnes qui vont consommer l'alcool sont déjà un peu déprimées au départ. C'est déjà une forme de dépression ou de tristesse diffuse ou d'amotivation qui amène les personnes à aller consommer de l'alcool. D'accord. Et en consommant l'alcool, c'est qu'on retrouve une euphorie. Le consommateur d'alcool va retrouver un regain d'énergie, va retrouver une spontanéité à parler, à danser, à être comique. Mais après que l'effet passe, la dépression revient. Et plus tard, la dépression va s'installer définitivement si la personne continue à consommer l'alcool. Donc l'alcool crée comme un cercle où au départ, il y a une dépression qui est là, mal gérée, qui conduit à consommer l'alcool et après on revient encore dans la même dépression de façon plus sévère. Donc attention aux consommateurs d'alcool parce que ça vient dérégler beaucoup l'humeur. L'euphorie va être là, la dépression serait là. Donc les cycles euphorie et dépression seront encore plus répétitifs pour les consommateurs d'alcool. Alors, j'ai cette question qui parle des femmes que nous sommes. Et c'est une question de Karim Abdel depuis le Sénégal. Il est avocat. Alors, il dit, est-ce que quand les femmes parlent souvent mal, c'est un trouble de l'humeur? Est-ce que c'est un trouble de l'humeur, Segbede Alibono? C'est vrai qu'on a tendance à retrouver chez les femmes beaucoup plus de troubles de l'humeur. Par exemple, les statistiques montrent des fois que les femmes vont souffrir de plus de dépression que les hommes. Bien que les hommes souffrent de dépression, mais de façon plus masquée, les hommes sont plus dans l'alcoolisme un peu des fois. Mais la dépression, les troubles de l'humeur, on les rencontre quand même chez les femmes de façon plus claire dans leur vie. Donc, est-ce que quand les femmes parlent mal, c'est un trouble de l'humeur? Bon, on va donc, dire... Il ne faut pas non plus exagérer, hein? Non, on ne va pas généraliser non, comme on va ça. Généraliser, bien mais sûr. les femmes sont souvent susceptibles des fois. Les femmes peuvent ne pas avoir tout le temps la retenue nécessaire. Les femmes peuvent être un peu plus spontanées dans la parole parce qu'elles aiment communiquer. Et des fois, il pourrait y avoir des écarts de langage. C'est des fois une question d'éducation. C'est une question de caractère, c'est une question de tempérament, dont l'humeur est également en jeu. Mais on ne peut pas conclure que le fait de mal parler est déjà un trouble de l'humeur. Non, non, pas ça. Soyez rassurés, hein, cher avocat. Alors, deux petites questions pour mettre fin à cette rubrique. Émile Assoba, depuis Paubert, enseignant, il nous vient de chez Michel Pinero. Que faire devant quelqu'un qui est toujours en joie? Est-ce que c'est bon d'être toujours en joie? La joie, c'est l'émotion la plus recherchée. La joie, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est le sourire. Mais on ne peut pas être tout le temps en joie. Il y a des gens qui... On peut sentir le bonheur tout le temps, mais l'homme est fait d'alternance. Il y a des moments où vous réfléchissez, il y a des moments où vous méditez, il y a des moments où vous restez tranquille, il y a des moments de perte et de deuil. Donc, normalement, le corps devrait s'arrimer avec les événements. Une joie permanente, ça fait quand même poser des questions. Est-ce qu'on est dans l'empathie? Parce qu'il y a des fois où il y a des événements qui devraient susciter notre sensibilité. On devrait ressentir un peu plus d'émotion, pas forcément de la joie, mais quand même de la réflexion, de la méditation, ou même des fois de la tristesse. Mais quand il n'y a pas du tout de ça et qu'on est unis, polaire, un peu en griffe dans la joie, je pense qu'il faut se poser quand même des questions. Mais ça cache aussi parfois un mal-être. Les gens qui sont toujours trop joyeux. C'est pour dire que ça peut être de la façade. Ça peut être une manière de voiler une souffrance intérieure où la personne expose le contraire de ce qu'elle est en train de ressentir pour mettre un peu de la carapace, quoi, de la protection. On va finir avec cette question de Nelly Brahi. Segbede Alibono, parlez-nous s'il vous plaît des troubles bipolaires. Y a-t-il un traitement? Bien sûr, il y a un traitement. On a commencé par déjà en parler au début. Les troubles bipolaires font partie des troubles de l'humeur. On dit bipolaire quand il y a une alternance entre les troubles dépressifs et les troubles euphoriques. C'est-à-dire la tristesse est là pendant un certain temps, mais après, c'est l'exaltation qui vient. Donc, cette alternance fait parler de bipolarité. Il y a deux choses.
il y a deux catégories d'humeur qui se trouvent en place. Les traitements, c'est d'abord le traitement psychiatrique. Si vraiment il y a trouble bipolaire, c'est un trouble important qui perturbe beaucoup le fonctionnement des personnes et c'est un trouble chronique. Donc le traitement est a priori un traitement médical à qui on associe un traitement psychothérapeutique. Et là, le plus souvent, c'est les traitements d'ordre comportemental et cognitif. Beaucoup plus d'entretien, beaucoup plus également de rééducation, beaucoup plus d'écoute, de suggestion d'autres comportements, de suggestion de gestion du stress de manière plus adaptée, j'allais dire. Donc, c'est une co-thérapie pour traiter les troubles bipolaires. Une thérapie médicale et une thérapie de psychothérapie pour pouvoir aider ces personnes-là. C'est chronique, c'est compliqué, mais quand on s'y prend, on trouve des solutions. Merci, Segbede Ali Gono. Ce sera tout, n'est-ce pas, pour ce thème lié aux troubles de l'humeur et le traitement qu'il convient, n'est-ce pas, de leur appliquer, tout simple. C'est bon. C'est bon déjà, on peut dire qu'on les encourage à ne pas banaliser les troubles de l'humeur. C'est pas forcément de la folie, devant la folie qu'il faut aller consulter un spécialiste de santé mentale, mais quand on voit qu'on est tout le temps triste et qu'on n'a pas de l'élan pour aller travailler et que ça dure un certain temps, qu'on n'a pas du plaisir à éduquer ses enfants, à préparer à manger, qu'on est négligé par exemple sur le plan corporel ou sur le plan sexuel ou qu'on ne dort pas bien, je pense qu'il est très important de penser à consulter. D'accord. Et vous êtes là, évidemment, pour nous aider. Un numéro de téléphone, c'est le 63 98 20 84. 63 98 20 84 pour toutes les questions possibles. Toutes les questions, voilà. Vous êtes assez ouverte. Oui, et disponible d'ailleurs. Merci Segbede Ali Gono. Bon matin à vous. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin de ce jour. À présent, le débat. Une légère pause et on installe mes débatteurs.